Bonjour à tous, nous allons démarrer, il est 17h05. C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami et collègue qui connaît bien l'endroit parce qu'il y vient régulièrement, Jean-François Joigny. Alors Jean-François Joigny c'est un jeune professeur au Collège de France, je peux dire ça, un jeune professeur au Collège de France, qui était précédemment directeur de l'ESPCI de 2014 à 2018. Tu as fait ta thèse au Collège de France à Paris, sous la direction de Gilles de Gênes. À la suite de quoi tu as été nommé professeur, je crois, en 89, j'ai trouvé les dates, à Strasbourg, exactement, professeur de physique à l'université Louis Pasteur de Strasbourg en 89. Puis tu es revenu à Paris, à l'UPMC, en 2003, où tu as dirigé le département de physique, ou le laboratoire de physique de l'Institut Curie. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Tu es un spécialiste de la physique de la matière molle, et puis tu as également orienté tes travaux sur la physique pour la biologie. Tes travaux t'ont valu plusieurs distinctions, médaille d'argent, médaille de bronze du CNRS. Et tu as également eu le prix Ampère de l'Académie des sciences. Tu as été membre junior, senior de l'IUF. Donc, une forte activité d'enseignement. On parlait à l'instant du fait que tu as également enseigné la mécanique quantique, que tu as eu le plaisir de parcourir les polis dactylographiés de Cohen-Tanouji. Bon, écoute, je ne vais pas prendre plus de temps et je vais essayer de nous parler de l'hydrodynamique active des tissus biologiques. Merci, Jean-François. Merci. Donc, je voudrais remercier Riyad et les organisateurs du séminaire pour m'avoir invité. Je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très courant chez les physiciens, puisque ce qui m'intéresse, c'est les systèmes biologiques, et je vais vous parler de tissus. Alors, en fait, dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais surtout essayer d'utiliser les tissus comme exemple de ce que je vais appeler de la matière active. Donc, toute mon idée, c'est de vous expliquer ce que j'appelle la matière active et pourquoi et comment les tissus peuvent être considérés comme un exemple de matière active. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer quand même les tissus qu'on étudie, nous physiciens à l'Institut Curie. Donc, ils sont de trois types. Il y a des tissus qui sont en gros des agrégats de cellules. C'est ces petites sphères qui font quelque chose comme un tout petit peu moins d'un micron de diamètre. Elles ont à peu près des formes sphériques. C'est ce qu'on appelle des sphéroïdes multicellulaires. C'est fait avec des cellules cancéreuses et les gens les utilisent pour tester des drogues anticancéreuses. Donc, ce à quoi on s'est intéressé, c'est la croissance de ces objets-là et la façon dont ils réagissent quand on applique une pression ou quand on les met en milieu confiné. Un autre tissu qu'on a beaucoup étudié, c'est l'intestin. Pourquoi l'intestin? Parce que l'intestin est l'organe humain qui se renouvelle le plus vite. Et en 5 jours, vous renouvelez toutes les cellules de votre intestin. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a énormément de données expérimentales qui viennent des biologistes sur l'intestin. Donc, on a des choses, quand on a des approches théoriques, on a des choses avec lesquelles on peut faire des comparaisons quantitatives. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt ce troisième système-là. C'est des cellules qui sont déposées sur une lame de microscope. Et vous voyez, là, ici, c'est une vue de côté, donc on voit la hauteur des cellules, et puis les cellules s'étalent. Elles sont confluentes, alors on va dire qu'elles sont confluentes, c'est-à-dire qu'elles remplissent toute la surface. Et donc c'est un peu les écoulements dans ces tissus à 2 dimensions dont je vais essayer de vous parler. Alors j'ai commencé par vous parler de matière active, et ce que je veux discuter, c'est ce que je vais appeler l'hydrodynamique de la matière active. C'est des systèmes qui sont un peu contre-intuitifs, où il y a des écoulements qui apparaissent de façon spontanée. Et en gros, je vais essayer d'aller jusqu'à ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est essayer de vous montrer qu'il peut y avoir de la turbulence qui est générée dans ces systèmes actifs. Donc, je vais vous montrer comment ces systèmes-là peuvent être turbulents. Après, je vous montrerai très vite pourquoi je peux considérer qu'un tissu à 2 dimensions comme ça est un système actif. Et puis, je vous montrerai des expériences qui répondent un peu à la partie théorique par laquelle j'ai commencé, sur la matière active. Alors, qu'est-ce que j'appelle matière active? Ce que j'appelle matière active, c'est des systèmes qui sont hors équilibre thermodynamique, c'est-à-dire qui consomment de l'énergie, mais dont l'énergie n'est pas injectée par les surfaces, elle est consommée au niveau de chaque élément. Si vous prenez un tissu, chaque cellule a besoin d'énergie, et chaque cellule consomme de l'énergie. Il s'avère que pour ces systèmes-là, on arrive à faire des modèles qui sont assez généraux, et qui permettent de faire des prédictions à assez grande échelle, c'est-à-dire de regarder le comportement macroscopique de cette matière active. Alors j'ai toute une liste de systèmes actifs ici, je ne vais peut-être pas vous les montrer tous. Les premiers, c'est les systèmes biologiques auxquels on peut tous penser. Par exemple, les tissus, par exemple une cellule. Une cellule, c'est une matière active parce qu'il y a plein de protéines à l'intérieur de la cellule qui consomment de l'énergie. Des
colonies de bactéries. Alors celui-là, je vais vous le montrer, parce que je vais en reparler après. Donc c'est des bactéries en solution dans l'eau, c'est une goutte qui contient des bactéries. La goutte est pendante comme ça, les bactéries s'accumulent sur la surface inférieure. Et vous voyez que spontanément, ça fait des systèmes qui ressemblent à des tourbillons. Et les premiers qui ont fait cette manip-là ont qualifié ça de turbulence active. Alors, c'est un système actif parce que les bactéries ont besoin d'énergie pour se déplacer. C'est un système actif où les objets ont un certain ordre orientationnel. Les bactéries, c'est polaire, elles ont une tête et une queue, et puis elles ont envie de nager. A priori, elles nagent dans des directions aléatoires. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas les mouvements individuels de bactéries, c'est des mouvements collectifs. Donc, spontanément, sans qu'on fasse rien, parce que les bactéries consomment de l'énergie, il y a ces mouvements collectifs qui se font. Il y a des systèmes synthétiques qui sont des systèmes actifs. Alors j'en ai un là, puis je vous en montrerai un autre juste après. C'est des matériaux granulaires qui sont vibrés. Alors c'est des petits morceaux de cuivre qui sont coupés. Ils sont allongés, comme on voit là, et ils sont posés sur une plaque qui est vibrée. Donc on injecte de l'énergie au niveau de chaque élément en vibrant la plaque en dessus. Ils rebondissent. Et puis ils tombent soit par l'avant, soit par l'arrière, donc ils peuvent se déplacer sur la surface. Et ce système-là a toutes les caractéristiques d'un système actif tel que je vais vous le décrire après. Alors j'ai un autre système synthétique qui est peut-être plus académique, disons. C'est des particules colloïdales qui sont actives. Donc ces particules colloïdales, c'est des particules diélectriques qu'on met dans un solvant qui est conducteur et puis qui sédimentent au fond du récipient. On met un champ électrique qui est vertical et il y a un effet que je ne connaissais pas avant d'avoir lu cet article qui s'appelle l'effet Quink. Il y a une polarisation qui apparaît, mais si le champ est comme ça, la polarisation est dans l'autre sens et ça c'est instable. Ça veut dire que quand on met un champ électrique, alors il y a un seuil en champ électrique, il faut se placer au-dessus, les particules roulent au fond du récipient. Là on n'est pas très loin des bactéries parce qu'on a des objets qui bougent tout seuls au fond du récipient. On fournit de l'énergie avec le champ électrique. Et ce que je veux vous montrer, là aussi c'est un effet collectif. Donc au fond du récipient, ce qu'ont fait les auteurs, alors c'est Denis Bartolo qui est professeur à l'ENS de Lyon maintenant, ils ont fait une espèce de bande et les particules colloïdales doivent rester sur cette bande-là. Alors au début, elles sont réparties de façon aléatoire, et vous allez voir qu'il se fait... Alors la bande que je vais vous montrer, elle n'est pas en stade comme ça, c'est une bande droite. Vous allez voir qu'il y a un effet qui est assez marrant. Vous voyez que les particules s'agrègent, puis il y a une vitesse spontanée, et puis il y a un paquet de particules qui rebondit d'un côté, qui rebondit de l'autre. Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'agrégation, et puis ça veut dire aussi qu'il y a un phénomène de mouvement collectif, qui sont des caractéristiques assez générales de tous les systèmes actifs. Je ne vais peut-être pas vous montrer celui qui est en dessous, je vais revenir à ma liste précédente. Parce qu'il y a un troisième type de système actif, donc j'ai parlé des systèmes biologiques, j'ai parlé des systèmes synthétiques, il y a les groupes d'animaux. Alors la première personne en fait qui s'est intéressé au système actif en tant que physicien, c'est un Hongrois qui s'appelle Vicek, qui s'intéressait au vol d'oiseaux. Et ce que faisait Vicek, c'est qu'il avait un modèle très très simple. Chaque oiseau, c'était une flèche qui était autopropulsée. Donc c'est aussi un système polaire et qui consomme de l'énergie pour l'autopropulsion. Et puis ce n'est pas les interactions qui comptent, c'est le fait qu'un oiseau, il a envie de voyager parallèlement avec ses voisins. Donc il mesure la vitesse moyenne de ses voisins, il change de vitesse pour être parallèle à la vitesse moyenne de ses voisins, puis il fait une petite erreur, donc il y a du bruit. Et si on fait ça, si on met suffisamment d'oiseaux ou si on met suffisamment peu de bruit, eh bien on voit un vol d'oiseaux, c'est-à-dire on voit les oiseaux qui se propagent tous dans la même direction. Donc il y a une transition de phase, ce n'est pas une transition de phase statique, c'est une transition de phase dynamique, c'est un système qui est parfaitement hors d'équilibre, et c'est à peu près la même chose que l'agrégation des particules colloïdales que je viens de vous montrer. Donc l'idée, c'est qu'on doit pouvoir traiter tous ces systèmes en regardant uniquement les effets collectifs et en les regardant à grande distance ou sur des temps très longs. Donc c'est ça l'approche qu'on a essayé d'avoir pour ces systèmes-là. Alors si vous êtes intéressé, on a écrit un article de revue qui est malheureusement un peu long, donc je ne suis pas sûr que vous aurez le courage de lire tout ça. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment on fait une théorie pour ces systèmes-là. Ce qu'on veut faire, donc, c'est regarder les effets collectifs à temps long et à des grandes échelles. Ça, c'est ce qui s'appelle une théorie hydrodynamique. Et il y a des méthodes systématiques pour construire une théorie hydrodynamique. Alors la méthode systématique, donc ce que je veux regarder, c'est des objets qui sont liquides, et tous les systèmes que je vous ai montrés sont liquides. Il y a un ordre orientationnel. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que l'ordre orientationnel, ça peut soit être des flèches, et les flèches peuvent être toutes parallèles. Dans ce cas-là, le système est polaire, c'est là qu'il y a un mouvement collectif.
Ce que je vais vous montrer sur les tissus après, c'est plutôt un ordre dématique, ça veut dire qu'ils sont tous parallèles, mais l'orientation est aléatoire. Donc il n'y a pas de flèche, il y a juste une direction. Ceci dit, ça se décrit par la direction, et puis le module de ce vecteur P va être égal à 1. Alors la stratégie, c'est qu'il faut identifier les variables lentes, et puis après, il faut écrire des équations d'évolution pour ces variables lentes, qui, dans la théorie des liquides, est ce qu'on appelle des équations constitutives. Celles que vous connaissez, c'est la relation entre la contrainte et le gradient de vitesse pour un liquide, hein, c'est proportionnel, puis le coefficient de proportionnalité, c'est la viscosité. Alors les variables lentes, il y en a que de deux types. Il y en a un qui est les quantités conservées, et il y a un deuxième type qui sont les symétries brisées. Alors si j'applique cette règle-là, les quantités conservées, il y a le nombre d'objets, il y a la quantité de mouvement, et il n'y a pas l'énergie, parce que justement mon système consomme de l'énergie. Donc la quantité qui est conservée, qui est associée au nombre, c'est la densité, et dans tout ce qui suit, juste pour rendre les choses simples, je vais supposer que la densité est constante. Ce qui est associé à la quantité de mouvement, c'est le champ de vitesse. Donc ça, c'est ma première catégorie. Puis la deuxième catégorie, c'est les symétries brisées. Si j'ai un ordre, ça veut dire que j'ai brisé la symétrie de rotation. Donc l'orientation de ce vecteur-là est une variable lente. Donc j'ai quelque chose qui est associé à l'ordre orientationnel, qui est l'orientation de ce vecteur-là. Une fois que vous avez fait ça, il faut écrire la dissipation, identifier des flux et des forces. Ça a été fait pour la première fois par Onsager. Et ce que dit Onsager, c'est que les flux sont proportionnels aux forces. Et puis la matrice de proportionnalité, il faut qu'elle respecte toutes les symétries du problème. Alors les symétries du problème, c'est qu'il y a un seul vecteur qui est ce P-là. Si je fais un tenseur, il y a le tenseur unité et puis le tenseur P alpha, P bêta que je peux faire avec ce P-là. Et puis il y a aussi une question d'invariance par renversement du temps à laquelle il faut faire attention. Et ça, c'est les lois d'Onsager. La matrice doit être symétrique pour certaines quantités et antisymétrique pour d'autres quantités. Donc on a fait ça de façon systématique. Et voilà l'équation la plus générale que vous obtenez. Il faut que je prenne en compte ces champs-là. Il faut aussi que je prenne en compte le fait que le système consomme de l'énergie, hein, puisque c'est la chose principale à laquelle je suis. Donc vous voyez, j'ai deux flux. Un, c'est la contrainte, et l'autre, c'est la variation avec le temps de ce vecteur qui est le directeur. C'est la dérivée corotationnelle. Ça veut dire qu'il y a un terme de rotation et un terme de translation. Si je regarde ce thème-là, la contrainte, c'est 2 fois la viscosité fois le gradient de vitesse, ça c'est un liquide. Et puis la variation de l'orientation, c'est le champ orientationnel, le champ qui tend à aligner ces vecteurs-là, divisé par quelque chose qui est aussi une viscosité, qui est la viscosité de rotation. Donc j'ai une viscosité de translation qui est associée au mouvement, puis j'ai une viscosité de rotation qui est associée à la rotation du vecteur. Il y a un couplage entre la contrainte et puis l'orientation. Ça veut dire que si je mets un cisaillement, par exemple, et que l'orientation est comme ça va faire tourner l'orientation. Ça, c'est ce coefficient que j'appelle nu ici. Tous ces termes-là, ils existent pour un cristal liquide. Donc, c'est des termes qui sont bien connus, bien mesurés, et qui sont parfaitement contrôlés pour un cristal liquide nématique. Par contre, il y a un terme en plus, donc c'est une contrainte supplémentaire. Vous voyez que cette contrainte, elle est proportionnelle. Alors, ce que j'ai appelé Q alpha bêta, c'est le tenseur, c'est P alpha, P bêta, que j'ai rendu de trace nulle. Ça, c'est un tenseur dont les axes propres sont P et la direction perpendiculaire. Et donc, il y a une contrainte qui est proportionnelle à ça. C'est un effet actif. Ça veut dire que c'est un effet qui est dû au fait que le système consomme de l'énergie. Une autre façon de le dire, c'est que si je supposais qu'il y avait une énergie libre et que je peux faire de la thermodynamique pour ce système-là, il n'y a aucun moyen de dériver une contrainte comme ça d'une énergie libre. Après, qu'est-ce qu'elle fait, cette contrainte? D'abord, elle n'est pas isotrope, donc ce n'est pas une pression. C'est une espèce de différente de contrainte normale, ça veut dire que ça contracte le système dans une direction et ça le dilate dans l'autre direction. Ça dépend du signe de ce coefficient que j'ai appelé zeta ici, qui mesure un peu l'activité du système. Si zeta est négatif, ça contracte dans la direction de P. Et les exemples que je vais vous montrer après, tout ce que je vais dire est aussi vrai pour des systèmes qui sont extensibles, c'est-à-dire qui dilatent dans la direction de P, mais je vais vous montrer simplement des exemples dans le cas où ce coefficient est négatif. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est regarder un système qu'on a orienté, donc tous les éléments sont dans la même direction, donc je les mets tous parallèles, et puis je regarde la stabilité de ce système-là. Donc la densité est constante, il n'y a pas de champ de vitesse, vous pouvez vérifier, ça satisfait les équations que j'ai mis là. Et puis je fais une petite perturbation, je perturbe l'orientation localement. Alors si je perturbe l'orientation, ça veut dire que l'orientation est plus uniforme, qu'il y a un gradient d'orientation,
Mais comme je vous ai dit qu'il y avait une contrainte qui était proportionnelle à ce tenseur Q qui est relié à l'orientation, il y a un gradient de contrainte. Et les forces doivent être équilibrées. Donc s'il y a un gradient de contrainte, ce gradient de contrainte doit être équilibré. Et la seule chose qui peut l'équilibrer, c'est une contrainte visqueuse. Donc en changeant l'orientation, je crée des écoulements. Après, on peut faire ça brutalement. On fait une analyse de perturbation linéaire. On regarde le taux de croissance pour un vecteur d'onde Q. Alors ce n'est pas isotrope, hein, cette histoire-là, parce qu'il y a une direction privilégiée qui est la direction dont je suis parti. Donc voilà le taux de croissance. Il dépend de kx carré moins ky carré. Ça, c'est l'élasticité d'orientation qui est cachée dans le champ orientationnel. Vous voyez que si le vecteur d'onde est égal à 0, c'est ce terme-là qui domine. J'ai dit que je vais prendre un système qui est contractile. Donc si kx est égal à 0 et ky est positif, c'est négatif. Et puis si j'augmente le vecteur d'onde, le taux de croissance décroît, et puis à un moment, ça va devenir stable. Donc ça veut dire qu'au moins dans une direction qui est la direction perpendiculaire à l'orientation, tous les vecteurs d'onde sont instables s'ils sont plus petits qu'un vecteur d'onde caractéristique. Le vecteur d'onde le plus instable, c'est k égale 0. Ça veut dire qu'il y a une instabilité qui va apparaître dans le système à des vecteurs d'onde qui sont petits. En pratique, k égale 0, c'est 1 sur la taille du système. Et ça, c'est indépendant de tout autre effet. Dès que je considère un film actif comme ça, il est instable. Il est instable à cause de cette contrainte active qui est là. Alors on peut regarder la chose d'une autre façon, qui est peut-être plus facile à appréhender, c'est de considérer un film actif sur une surface. Donc je considère une surface solide ici, à 3 dimensions, puis je mets un film actif. Alors je vais supposer que l'orientation au départ est parallèle des deux côtés. Donc là aussi, il y a un état évident. Hein. Tous les éléments sont orientés parallèles, et il n'y a pas de champ de vitesse. Après, je fais une perturbation, donc je la fais comme ça. Ça crée un champ de vitesse. Mais si je crée un champ de vitesse, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a un feedback du champ de vitesse sur l'orientation. Quand je cisaille, ça fait tourner le champ de vitesse. Il s'avère que c'est ça le mécanisme de l'instabilité que je viens de vous décrire. Donc si je crée une petite perturbation comme ça, il y a un gradient de vitesse qui augmente la perturbation. Et ça rend le système instable. Alors, comment ça se passe si on fait les choses de façon plus propre? Alors c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, ça, on sait ça depuis plus de 10 ans. C'est le premier calcul qu'on a fait avec les systèmes actifs. Puis il y avait zéro expérience de cette chose-là. Je vais vous montrer qu'avec les tissus, on arrive à avoir une expérience sur ces choses-là. Si l'épaisseur du film est très petite, ce qui compte, c'est l'ancrage sur les surfaces. Donc ça reste parallèle sur les surfaces et il n'y a pas d'écoulement qui se produit. Quand on augmente l'épaisseur du film, il y a une valeur critique. Alors vous voyez qu'elle dépend des deux viscosités. Elle dépend de ce module élastique, et puis elle dépend de ce que j'ai appelé la contrainte active. Et plus la contrainte active est grande, plus cette longueur critique est petite. Donc si je suis en dessous de cette longueur critique, il n'y a pas d'écoulement. Si je passe au-dessus de la longueur critique, le film s'écoule. Il y a un gradient de vitesse qui se produit, c'est-à-dire la vitesse est 0 ici parce que c'est un solide, et elle est positive à l'extérieur. Et il y a un fluide liquide dans cette direction-là. C'est un peu étonnant parce que je suis en train de vous décrire un système qui coule tout seul, sans gradient de pression, avec un flux fini. Donc la relation entre le flux et puis la pression extérieure, elle est telle qu'à pression nulle, il y a quand même un écoulement. Alors je respecte toutes les lois, hein, la quantité de mouvement elle est transférée au solide, donc il n'y a pas de... Je respecte la conservation de la quantité de mouvement, et le système peut s'écouler spontanément dans cette direction-là. Alors évidemment, si je prends un système nématique, il a le choix de s'écouler vers la droite ou de s'écouler vers la gauche, c'est-à-dire qu'il y a une brisure de symétrie à cause de fluctuations, à cause d'une petite perturbation extérieure. Il va choisir la direction dans laquelle il s'écoule. Donc ça, c'est ce qui se passe quand j'augmente l'activité. Puis après, ce qu'il faut que je regarde, c'est qu'est-ce qui se passe au-delà de cette longueur caractéristique. Alors ce qu'on a fait, et ce que je vais vous montrer là, c'est des simulations numériques. La première chose, c'est que si vous regardez les équations que je vous ai montrées, il y a une seule longueur dans le problème. Cette longueur caractéristique, c'est la longueur que j'ai appelée LC ici. Ça, c'est la seule longueur du problème. Ça veut dire que si je veux faire un nombre sans dimension pour mesurer l'activité, le seul paramètre sans dimension, c'est L sur LC. Alors je le prends au carré, parce que si je le prends au carré, c'est proportionnel à la contrainte active. Donc plus j'augmente la contrainte active, c'est-à-dire plus je rends le système actif, plus ce paramètre est grand. Donc on a pris les équations que je vous ai données, on les a simulées numériquement. Alors c'est un système numérique, le système numérique est périodique, et je vous montre simplement une cellule. Alors ce que je vous ai dit, c'est que si le système était petit, il n'y avait pas d'écoulement.
Ensuite, quand L devient égal à LC, il y a un écoulement. Il s'avère que c'est L égale LC quand je prends deux plaques parallèles. Si je prends un système qui est un carré, il y a un facteur pi ou pi2, je ne sais pas quoi. Donc pour ce problème-là, le A, c'est 40, où il devient instable. Et puis, vous avez une première simulation ici qui est quand A égale 200. Donc au départ, les éléments sont alignés dans cette direction-là. Je vous ai dit que c'était instable dans la direction perpendiculaire, donc vous voyez des bandes dans cette direction-là. Ce que vous voyez là, c'est la fonction de courant, mais les lignes d'égale fonction de courant, c'est les lignes... Pardon. C'est les lignes de vitesse, donc j'ai une bande qui va vers la droite et une bande qui va vers la gauche. Donc spontanément, le système se met à cisailler comme ça. Et puis vous avez l'orientation ici, c'est un peu plus difficile à voir, mais sur chacune de ces lignes de courant, l'orientation est constante. Et puis quand vous vous déplacez dans cette direction-là, l'orientation change. Donc ça, c'est ce qui se passe juste au-dessus du seuil. Ce n'est pas très surprenant, hein, c'est à peu près le même calcul que celui que je vous ai montré pour un film. Si j'augmente l'activité, je passe à A égale 500. Donc ce que je vois, c'est des espèces de tourbillons qui apparaissent là. Alors c'est un état stationnaire en moyenne, on a mis du bruit dans le système, donc ça fluctue un peu, mais les tourbillons restent bien définis. Vous voyez les lignes de courant, donc vous voyez un tourbillon ici, vous voyez un tourbillon ici, et puis vous avez ces régions qui sont orientées ici, qui sont associées au tourbillon. Donc on voit un autre état stationnaire qui n'est plus des bandes, mais qui est cette structure qui est quasi périodique et qui reste comme ça. Alors évidemment, ce qu'on voulait, c'était regarder si ça pouvait avoir quelque chose à voir avec l'image des bactéries. Donc on a cherché à voir si ça pouvait être turbulent. Alors je vais passer à la limite. Alors c'est pas moi qui ai fait les simulations, hein, c'est Ricard Talert, qui est un jeune catalan. On a été à la limite maximum de ce qu'il savait faire. Et la limite maximum, c'est A égale 3 10 puissance 5. Donc je vais passer de 500 à 3 10 puissance 5. Donc voilà ce qu'on observe quand c'est 3 10 puissance 5. Donc le code de couleur, c'est l'orientation. La première chose, c'est que le système est devenu isotrope. Je suis parti d'un système qui était parallèle comme ça, et puis il s'est cassé en toutes petites régions. Et vous avez, alors au début, on appelait ça des saucisses, qui sont des tout petits domaines qui sont orientés ici, qui correspondent aux espèces de tourbillons que je vous ai montrés avant. C'est complètement désordonné, cette histoire-là. Évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est regarder ce qui se passe en fonction du temps. Alors, je vais vous montrer un film en fonction du temps. Je triche un peu, non pas parce qu'on ne l'a pas fait pour cette activité-là, mais parce que le film a du mal à tourner sur mon ordinateur parce qu'il est trop gros pour 3 10 puissance 5. Donc, j'en ai pris un qui était un peu plus petit, mais ça montre bien ce que je veux vous montrer. Vous voyez que les régions apparaissent et disparaissent comme ça, de façon complètement aléatoire. Donc, quand on voit ça, on a envie de dire c'est au moins du chaos spatio-temporel. La question, c'est est-ce qu'on a le droit d'appeler ça la turbulence et est-ce que ça a des caractéristiques qui ont à voir avec la turbulence. Donc c'est ça que je veux discuter maintenant. La première chose, c'est que c'est un système où l'inertie est complètement négligeable, ça. Il est tellement négligeable que dans les équations que je vous ai montrées, on a même oublié complètement l'inertie. Donc l'accélération est complètement ignorée dans toutes les équations. Donc le nombre de Reynolds est égal à 0. Ça veut dire que si jamais c'est de la turbulence, comme le système de bactéries, c'est de la turbulence à 0 nombre de Reynolds. L'énergie dans le système, il n'y a pas d'énergie cinétique puisque la densité de masse c'est 0. L'énergie, c'est simplement l'énergie élastique due à l'orientation. Ils ont envie d'être parallèles. Si vous les forcez à ne pas être parallèles, ça coûte de l'énergie et c'est là qu'apparaît le module élastique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la seule énergie dans le système, c'est cette énergie élastique associée à l'orientation. Donc ce qu'on a fait, on va regarder juste la courbe bleue ici, qui correspond au plus grand système et à cette activité qui est 3 10 puissance 5. On a mesuré le spectre d'énergie en fonction du vecteur d'onde. L'idée, c'est que quand les gens étudient la turbulence, ce qu'ils regardent, c'est le spectre d'énergie cinétique. Et puis il y a cette loi de Kolmogorov que tout le monde connaît. C'est une loi de puissance. Ici, ce n'est pas une loi de puissance. L'énergie, elle est concentrée au cours d'un vecteur d'onde donné. Et mon histoire est cohérente parce que je vous ai dit qu'il y avait une seule longueur dans le problème. Ça veut dire que si j'écris que le vecteur d'onde au maximum ici, c'est 2π sur une certaine longueur lambda, lambda c'est 2 fois le LC que j'avais tout à l'heure, ou la moitié du LC, je ne sais même plus. Enfin, c'est un préfacteur qui est un nombre fois cette quantité LC. Donc ça veut dire que cette énergie-là, elle a une longueur caractéristique qui est aussi LC. Et ce que ça impose, ça, alors je ne vais pas vous le montrer parce que ce qui apparaît dans l'énergie, c'est des gradients de l'angle, mais que les corrélations de l'angle ont une longueur.
Et si les corrélations de l'angle ont une longueur, elles décroissent plus ou moins exponentiellement sur cette longueur-là. Donc si je prends θ à un point et θ à un autre point, je perds la mémoire sur cette taille LC. Et c'est ça qui donne la forme de cette énergie qui est là. Donc ça, c'est l'énergie moyenne dans le système en fonction du vecteur d'onde. Ce n'est pas tout à fait ça qu'on a envie de regarder pour voir si le système est turbulent. Ce qu'on a envie de regarder, c'est le transfert d'énergie d'une échelle à une autre. Alors d'abord, on a regardé l'équilibre d'énergie. Ça ne marche plus celui-là. On a regardé l'équilibre d'énergie. Donc l'énergie, c'est cette énergie d'orientation. Alors, pour une raison dont je ne me souviens plus, ce qu'on a écrit, c'est moins la dérivée par rapport au temps de cette énergie d'orientation. Je vous ai dit qu'il y avait deux viscosités. Ça, c'est la viscosité de translation. Ça, c'est le carré du gradient de vitesse. Donc ça, c'est la dissipation visqueuse. Ça, c'est la viscosité orientationnelle. Ça, c'est la dissipation visqueuse orientationnelle. Et ces deux termes-là dissipent de l'énergie. Et puis, il y a un terme qui injecte de l'énergie dans le système, qui est cette contrainte active. Donc ça, c'est la contrainte active. Puis ça, c'est la puissance de la contrainte active. Ça veut dire que ce terme-là, Q alpha bêta, V alpha bêta, doit être positif. Autrement, ça ne pourrait pas compenser les deux autres. Mais quand on a atteint l'équilibre stationnaire, parce que les éléments consomment de l'énergie, on injecte de l'énergie par la contrainte active et cette énergie est dissipée par dissipation visqueuse. Donc ça, c'est global et on s'attendait à ça. Après, ce qu'il faut faire, c'est regarder la conservation de l'énergie pour un vecteur d'onde donné. Donc ce qu'on a regardé, c'est le spectre de dissipation d'énergie. Alors pour le coup, là, c'est la même quantité que je regarde pour un vecteur d'onde K, c'est le spectre, donc c'est multiplié par K à 2 dimensions. Je retrouve la dissipation visqueuse, alors je ne l'ai pas écrite, de translation, je retrouve la dissipation visqueuse de rotation, je retrouve l'injection, et puis il y a un troisième terme qui est le transfert d'énergie entre les échelles. Et évidemment, si je veux retrouver la loi du dessus, il faut que j'intègre tout ça sur K. Et donc ce terme de transfert d'énergie entre les échelles sur l'intégrale sur tous les vecteurs d'onde doit être égal à 0. C'est la seule chose que je sais. Et puis, Ricard a pris la simulation, il a mesuré chacun de ces termes-là. Donc voilà l'énergie qu'on injecte dans le système. On a une longueur qui est à peu près la même que celle où il y avait le pic de l'énergie ici. Donc on injecte de l'énergie surtout à une échelle lambda. Voilà la dissipation rotationnelle, voilà la dissipation visqueuse habituelle. Vous voyez, ce qui domine, c'est la dissipation visqueuse habituelle. Et puis, si on veut le dernier terme, on prend celui-là moins ces deux-là, et on trouve que c'est à peu près 0 dans la simulation. Alors, je ne vais pas vous expliquer l'argument. On peut revenir en arrière et regarder d'où vient ce terme-là. Je vous ai dit que là, ça, c'était une dérivée corotationnelle. Donc, il y a un terme d'advection de la polarisation. Ça veut dire qu'il y a un terme V scalaire gradient P. Et c'est ce terme V scalaire gradient P qui crée le transfert d'énergie entre les échelles. Alors, il faut l'écrire. Il a une forme un peu horrible, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas écrit. Mais quand on l'écrit, en supposant que la vitesse est isotrope, ce qui est quand même très fortement suggéré par l'expérience, par symétrie, ce terme s'annule. Ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est une turbulence un peu spéciale parce qu'on injecte de l'énergie au vecteur d'onde du maximum et cette énergie, elle est dissipée au vecteur d'onde auquel elle est injectée et il n'y a pas de transfert d'énergie entre les échelles. Alors l'autre caractéristique de la turbulence, c'est des lois de puissance à faible vecteur d'onde, c'est la loi de Kolmogorov. Donc on a essayé de regarder s'il y avait des lois de puissance à faible vecteur d'onde. Ce que je vous ai écrit ici, c'est la vorticité dans le système. Donc, le Laplacien de la vorticité, c'est une source qui dépend que de l'angle. Alors c'est une fonction non linéaire, c'est un peu compliqué, mais si je prends la transformée de Fourier, ici j'ai une dérivée seconde, ici j'ai une dérivée seconde, donc ça veut dire que oméga et θ, c'est à peu près la même chose. Si je prends le carré, ça veut dire que pour un vecteur d'onde donné, oméga pour un vecteur d'onde q au carré, c'est la même chose qu'une fonction de θ compliquée pour un vecteur d'onde q au carré. Je vous ai dit que les corrélations de θ étaient exponentielles, donc en q tend vers 0, les corrélations, la corrélation dans l'espace de Fourier, elle tend vers une constante. Donc ça veut dire que la corrélation dans l'espace de Fourier de oméga, elle tend vers une constante. Le spectre, c'est q fois le carré de oméga q, et vous voyez que dans la simulation, ça croît bien comme q. Donc si je mesure ce qu'on appelle l'anstrophe, l'anstrophe, c'est l'intégrale du carré de la vorticité. Je regarde ça, je regarde le spectre de cette quantité-là,
Et il y a une belle loi de puissance qui est que l'entropie à faible vecteur d'onde est proportionnelle à Q. Et puis si je veux passer maintenant à l'énergie cinétique, alors c'est une énergie cinétique un peu spéciale parce que je n'ai pas multiplié par la densité de masse, donc c'est le spectre du carré de la vitesse que j'appelle l'énergie cinétique. Là aussi, il y a une loi de puissance. Cette loi de puissance, elle est en 1 sur Q, entre une longueur. Alors ce vecteur d'onde, c'est pour ça que je l'appelle Q alors que je l'appelais K tout à l'heure, il est normalisé avec la taille maximum du système. Donc entre 1 ici, qui est la taille du système, et puis la taille qui est LC, on a une superbe loi de puissance. Et puis après, d'ailleurs, il y a une deuxième loi de puissance à grand vecteur d'onde. Celle-là, elle n'est pas très intéressante, elle vous dit ce qui se passe à l'intérieur d'un vortex, et en gros, ça correspond à une vorticité constante à l'intérieur de chaque vortex. Donc c'est un système où on a du chaos spatio-temporel, où on a des lois de puissance à faible vecteur d'onde. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de la turbulence, mais il s'avère que la personne avec qui je fais ça, qui est Jaume Casadmount, lui est un spécialiste de la turbulence, et pour lui, la turbulence, c'est du chaos spatio-temporel plus des lois d'échelle. Donc on considère que ce système-là, c'est un système turbulent. Il y a une dernière question qu'on peut se poser, c'est ce que les gens appellent le chemin vers la turbulence. C'est-à-dire comment est-ce que cet état turbulent complètement désordonné apparaît. On ne l'a pas étudié complètement en détail, ça, parce que c'est un peu lourd à faire, mais l'image qu'on en a, c'est la suivante. Je vous ai dit, la première instabilité qui apparaît, c'est des bandes. Il s'avère que quand on regarde ces bandes elles-mêmes, elles sont instables dans la direction perpendiculaire. Donc on divise la longueur d'onde par 2 quand on regarde cette instabilité, puis le nouveau système est à nouveau instable dans la première direction, et il y a une cascade d'instabilité où chaque fois on divise la longueur d'onde par 2 jusqu'à arriver à cette longueur caractéristique que j'ai appelée la longueur critique. Donc c'est cette cascade d'instabilité qui devrait faire apparaître la longueur caractéristique et la structure des tourbillons. Les états qu'on observe, donc quand on augmente l'activité, au début on voit ces états stationnaires, et il y a un régime d'activité où on voit des états intermittents qu'on n'a pas étudiés, et puis quand on va à très grande activité, on voit cet état que j'appelle turbulent qui lui est complètement isotrope. Donc voilà où on en est. On n'a pas fait de comparaison quantitative avec ce film qui est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que vous voyez dans ce film, c'est qu'il y a des tourbillons, il y en a un là, il y en a un là, et la structure de ces tourbillons a l'air relativement bien définie. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'ils ont à peu près tous la même taille. Tout ce que je vous ai raconté, c'est compatible avec une distribution de taille des tourbillons qui décroît exponentiellement. Donc il y a bien une longueur caractéristique qui est ce qu'on observe sur cette image-là. Ce scaling à très faible vecteur d'onde, ça vous dit qu'à grande distance, il y a des structures qui sont corrélées. Ça, c'est dû à la structure en laplacien de l'équation pour le rotationnel de la vitesse. Donc voilà où on en est. C'est de la turbulence à faible nombre de Reynolds. Ça existe, la turbulence à faible nombre de Reynolds. Il y a quelque chose qui s'appelle la turbulence élastique qui a été découvert sur les polymères il n'y a pas très longtemps et qui est due aux effets d'élasticité non linéaire des polymères. Ça, c'est un autre exemple de turbulence à nombre de Reynolds. Alors, je ne pense pas qu'on retrouve cette turbulence-là dans tous les systèmes actifs dont je vous ai parlé. Ça dépend du fait que le système est polaire ou pas, par exemple, certainement. Et puis, il y a des effets un peu différents qui apparaissent sur les groupes d'animaux où les gens ont aussi des comportements qui ressemblent à des effets turbulents. Donc voilà ce que je voulais vous dire globalement sur les systèmes actifs. Là où on en est pour l'instant, c'est que on en est à ces systèmes qui sont turbulents. Donc j'ai fait un très très gros détour pour essayer de vous montrer ce que c'était que ces systèmes actifs. Donc je vais revenir au tissu maintenant. Et la première chose qu'il faut que je vous montre, c'est pourquoi je considère qu'un tissu est un liquide actif, ce qui peut vous paraître un peu étonnant. Si vous faites une expérience sur un tissu, et ça je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, le composant élémentaire c'est une cellule, et une cellule c'est un milieu qui est élastique. Alors on peut mesurer le module élastique d'une cellule, c'est en gros 1000 pascal le module élastique d'une cellule. 1000 pascal c'est très mou, le bois qui est là c'est 10 puissance 11 pascal, la semelle de mes chaussures c'est 10 puissance 6, 1000 pascal c'est les trucs que les Anglais mangent au petit déjeuner et qui vibrent là, cette espèce de gélatine machin. Donc c'est ça à peu près la consistance mécanique d'une cellule. Et puis si on empile des objets mous, alors il y a des gens qui travaillent sur les gels qui ont fait ça, on obtient au moins à temps court quelque chose qui est élastique. Donc si on applique une déformation sur un tissu, ce à quoi on s'attend, c'est qu'au moins à temps court, il y a une réponse élastique. Donc à temps court, il y a une réponse élastique, il y a un module de cisaillement, c'est ça pour moi la définition d'un solide, c'est qu'il y a un module de cisaillement fini, et ce module de cisaillement,
il est en gros du même ordre de grandeur que le module de cisaillement d'une cellule. Ceci dit, ce n'est pas la seule contrainte dans le tissu, parce que quand une cellule se divise, elle pousse sur les cellules voisines, et ça crée des contraintes. Donc si je regarde à temps long, il y a des cellules qui se divisent, il y a des cellules qui meurent, et ça va créer des contraintes dans le tissu. Il y a un résultat qui est expérimental, et il y a pas mal d'expériences qui montrent ça, c'est que si on exerce sur une cellule une contrainte, elle a tendance à se diviser dans l'axe de la contrainte qu'on applique. Et la manip est très belle, c'est des gens à l'Institut Curie, dans le groupe de Mathieu Piel, ils prennent des cellules, ils les mettent sur un plastique, la cellule commence à se diviser, ils tirent sur le plastique, et la statistique est que le faisceau mitotique est toujours aligné avec l'axe sur lequel on tire. Donc ça veut dire qu'il y a un couplage entre la contrainte mécanique et l'orientation. Donc on prend ça en compte, on combine ça avec l'élasticité, et ce qu'on trouve, c'est une relation entre la contrainte et le gradient de vitesse dans un tissu. Alors, cette relation, elle est là. Les physiciens ne connaissent pas vraiment bien ces choses-là. Ça c'est une loi qui s'appelle une loi viscoélastique, c'est-à-dire c'est une relation qui n'est ni élastique ni visqueuse entre la contrainte et le gradient de vitesse. On trouve ça dans l'endoellipschisme, mais il faut aller jusqu'à la dernière page du livre d'hydrodynamique si vous voulez lire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on regarde, donc on applique une déformation, et puis on regarde comment le système réagit. Si vous regardez en temps court, après avoir appliqué la déformation, ce terme-là est négligeable. Donc la dérivée de la contrainte, c'est la dérivée du gradient de vitesse. Si vous intégrez ça, la contrainte, c'est la déformation. Et donc si la contrainte est la déformation, ça veut dire que ça, c'est le module élastique du tissu. Donc à temps court, c'est bien, c'est de ça que je suis parti, hein, donc je dois bien le retrouver. Il y a un module élastique du tissu. Si on regarde à temps long, ce terme-là est négligeable. La contrainte est proportionnelle au gradient de vitesse. Ça veut dire que le système coule, et vous n'avez plus qu'à lire la viscosité, c'est ce module-là divisé par ce temps, multiplié par ce temps, et ce temps, c'est le temps de division cellulaire. Alors, je n'ai pas de données d'ordre de grandeur. La division cellulaire, typiquement, c'est 1 jour. Donc, la viscosité, c'est E fois taux. E, c'est 1000 pascal, 1 jour. Je vous laisse faire la multiplication. Vous allez trouver 10 puissance 7 ou 10 puissance 8 pascal seconde. L'eau, c'est 10-3. Donc, je suis en train de vous dire que si j'attends 1 jour, un tissu, c'est un liquide, mais c'est un liquide dont la viscosité est 10 ordres ou 11 ordres de grandeur plus grande que la viscosité de l'eau. Et à part ça, ça reste un liquide. Alors ça, j'ai supposé que c'était isotrope. Donc il faut que je refasse le même jeu quand j'ai un tissu qui est orienté. Je vous ai parlé d'ordre nématique tout à l'heure. Alors s'il est orienté, ça veut dire que mon tenseur d'orientation, il a une valeur quand il n'y a pas de contrainte. Et puis si je rajoute une contrainte, ben, ça va changer un peu l'orientation. Ça va tourner un peu l'axe du tissu à cause de cet effet-là. Et ce qu'on a utilisé, c'est simplement que la déformation était linéaire si la contrainte était petite. Alors on peut refaire le raisonnement. On retrouve le liquide viscoélastique ici. Alors j'ai été un peu plus loin, j'ai pas mis la dérivée, j'ai mis la dérivée corotationnelle, hein, parce qu'il faut que les équations soient invariantes par rotation et translation. Donc à la fin, c'est ça qu'on doit trouver. Ça, c'est le terme de viscosité qui est là. Et puis on trouve autre chose. On trouve un terme qui est proportionnel au tenseur d'orientation du tissu fois un coefficient qui est ce sigma 0 qui est le coefficient que j'ai mis là. Et ça, c'est une contrainte active. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans un tissu, la contrainte relaxe, parce que le tissu coule, et elle relaxe à cause des divisions et des morts cellulaires. Et puis, si le tissu a un ordre orientationnel, il y a une contrainte active, et donc ça rentre parfaitement dans le cadre de ce que je vous ai décrit avant. Un tissu, c'est un bel exemple de matière active, et il s'avère que c'est un exemple où on arrive à retrouver pas mal des effets que je vous ai décrits avant. Donc voilà pourquoi je considère que... Alors après, tous les tissus ne coulent pas, hein. Heureusement, parce qu'autrement, on serait tous liquéfiés assez vite. Il y a un peu deux raisons pour lesquelles ils ne coulent pas. Ce temps pourrait être très long, et il y a beaucoup d'organes chez l'homme où il n'y a aucune division cellulaire. Donc les temps de division cellulaire sont très très grands, et dans ce cas-là, le système est élastique. Il se peut aussi que le mécanisme d'apparition de la polarisation élimine le fait que le tissu coule. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié très très en détail. Donc ce que j'ai envie de faire dans la suite, c'est décrire le tissu par de l'hydrodynamique. Je vais simplement insister sur un point qui va peut-être vous paraître un peu bizarre et qui est un peu théorique, mais ce n'est pas tout à fait de l'hydrodynamique classique. Si vous prenez un fluide, ce qu'on apprend à tous les élèves, j'allais dire même à l'école polytechnique, c'est que la divergence de la vitesse est nulle si le fluide est incompressible. Mais dans un tissu, les cellules se divisent et les cellules meurent. Donc dans l'équation de conservation, il
faut que j'introduise un taux de division et un taux de mort cellulaire. Et si vous faites ça pour un système incompressible, la divergence de la vitesse, c'est le taux de division cellulaire moins le taux de mort cellulaire. Donc c'est un système qui est incompressible, mais c'est un système qui est incompressible où la divergence de la vitesse n'est pas nulle. Et ça fait des effets hydrodynamiques un peu bizarres, ça. Donc c'est presque un liquide, mais ce n'est pas tout à fait un liquide si le tissu croît, ou s'il se contracte. Donc maintenant, je vais essayer de reprendre les points que j'ai fait là-haut et vous montrer comment, avec des tissus, on arrive à regarder ces choses-là. Alors, je reviens à mes tissus, c'est des monocouches de cellules qui sont posées sur un substrat, et c'est des monocouches où les cellules ne sont pas isotropes, elles sont un peu allongées, et elles ont un ordre nématique. Alors, comment je sais qu'elles ont un ordre nématique? Donc, c'est des expériences qui sont faites, j'allais dire, dans le bureau à côté du mien, à l'Institut Curie, par Pascal Silverzan et son équipe. Voilà le nom des cellules, c'est pas très important, je saurais à peine vous dire ce que c'est que ces cellules-là. La plupart des expériences ont été faites avec ces cellules RPE1, qui sont des cellules de rétine, c'est des cellules cancéreuses. Donc, quand vous regardez par-dessus, cette fois, le tissu, c'est ça l'image. Après, il marque les cellules. Donc ça, c'est la même image, mais où les cellules sont marquées, et on voit qu'il y a un ordre qui apparaît. Et si vous regardez dans une région donnée, ici, par exemple, toutes les cellules sont parallèles. Alors j'ai bien pris soin au départ de vous dire, soit le système est nématique, c'est-à-dire soit c'est tout parallèle, soit il est polaire et ils sont tous orientés dans la même direction. Et je prétends qu'à cause de cette image-là, je sais deux choses. Je sais que le tissu est nématique et je sais qu'il est actif. Alors, il faut ces deux expériences-là pour dire qu'il est actif. Comment je sais qu'il est nématique? Vous voyez que sur cette image-là, on voit très bien l'orientation. Elle fait ça, elle est définie partout. Elle est définie partout sauf à ces points-là. Et ces points-là, c'est des défauts. C'est des défauts topologiques. Alors, je ne sais pas très bien ce que vous savez sur les défauts topologiques, mais la façon de caractériser un défaut topologique pour un système qui a une orientation comme ça, c'est de partir d'un point ici, on fait le tour du défaut et on demande de combien on a tourné. Donc, quand je tourne de 2π, le défaut il va tourner de S fois 2π. Si le système est polaire, S doit être entier, et si le système est nématique, S doit être demi-entier. Il faut se prendre un peu la tête, mais si vous faites un tour ici, vous pourrez vous convaincre que donc je fais un tour qui fait 2π, et l'orientation ne tourne que de π. Ici, elle tourne de moins π, quand on a cette géométrie-là en triangle, je sais pas, c'est pas un triangle, c'est comme ça. Et ici, elle tourne de plus π. Ça veut dire que ça, c'est des défauts moins 1,5, et ça, c'est des défauts plus 1,5 au niveau topologique. Si le système était polaire, les défauts de charge 1,5 ne sont pas autorisés, il faut que la charge soit entière. Donc, à cause du fait que la charge ici est demi-entière, ça veut dire que ce système-là est nématique et que ces cellules ont un ordre nématique. Alors après, ce qu'ils ont mesuré, c'est le champ de vitesse des cellules. Alors, il faut être patient. Peut-être la chose la plus intéressante de cette image, c'est l'échelle qu'il y a ici. C'est des microns par heure. Donc, la taille d'une cellule, c'est une quinzaine ou une vingtaine de microns. Si vous voulez qu'elle se déplace de 20 microns, si vous êtes à 1 micron par heure, qui est exactement au milieu de mon échelle là, il faut une journée. Donc ça veut dire qu'ils regardent ces cellules pendant 3 jours, et qu'au bout de 3 jours, alors ils font comme tout le monde, ils font je connais que le nom anglais, PIV, Particle Image Velocimetry, et ils tirent un champ de vitesse, mais c'est un champ de vitesse en microns par heure ici. Alors vous voyez que rouge, c'est les endroits où la vitesse est grande, bleu, c'est les endroits où la vitesse est petite. Et il y a une corrélation très forte entre les défauts ici, ces deux-là, ils sont rouges, celui-là, il n'est pas rouge. Donc ça veut dire que les défauts se déplacent spontanément, il y a une vitesse spontanée des défauts, et il n'y a que ceux-là qui se déplacent. Puis si vous regardez la forme de ces défauts, celui-là, il a une direction privilégiée qui est la direction de la queue vers la tête du défaut. Donc il brise la symétrie, et un système actif qui brise la symétrie doit bouger. Donc celui-là a le droit de bouger, celui-là il a le droit de bouger dans la direction opposée, celui-là il a une symétrie d'ordre 3, donc il n'y a pas de direction privilégiée. S'il n'y a pas de direction privilégiée, il ne bouge pas, il ne fait que diffuser. Et ils ont mesuré la position des défauts comme ça, et c'est vrai que ceux-là diffusent et ceux-là bougent à une vitesse finie. Alors évidemment, si je reprends la théorie, la vitesse de déplacement des défauts ici doit être proportionnelle à la contrainte active. C'est le fait qu'ils sont actifs qui fait que les défauts bougent à une vitesse finie. Donc ces films-là, c'est bien des films qui sont actifs et c'est bien des films qui sont nématiques, c'est-à-dire ça correspond bien à ce que je vous ai décrit avant.
Alors je vais revenir un moment sur mon histoire de turbulence, indépendamment des tissus, maintenant que je vous ai parlé de défauts. J'ai un autre système actif ici, qui est assez joli, c'est des microtubules. Alors les microtubules, c'est des filaments qu'on trouve dans la cellule, c'est des filaments assez rigides. Et puis ce qu'a fait la personne qui a fait cette manip, qui est un monsieur qui s'appelle Zvonimir Dojic, qui est professeur maintenant en physique à Santa Barbara, il a mélangé des microtubules et des moteurs moléculaires. Donc ce que font les moteurs moléculaires, c'est qu'ils font glisser les microtubules les uns par rapport aux autres. Alors, vous voyez cette structure qui est un peu compliquée, mais si vous regardez cette structure, ici vous avez un défaut que j'ai appelé plus 1,5. Il a cette forme comme ça. Et puis si on cherche, ici il y a un défaut qu'on appelle moins 1,5. Donc dans cette image-là, il y a plein de paires de défauts de charges opposées, plus 1,5 et moins 1,5. Et puis, si vous regardez cette image-là, on a envie de dire c'est une structure qui est à peu près turbulente. C'est ce qui est un peu montré par cette image-là. Ça, c'est, pour ce système-là, une mesure de la vorticité. Donc, la vorticité fluctue, et si je vous avais montré un spectre de vorticité dans la simulation, ça ressemblerait pas mal à ça. Il y a une deuxième image ici, qui est ce qu'il appelle une image de Schlieren. Alors, on ne les voit pas bien, mais il y a des points bleus et rouges qui indiquent où sont les défauts. On peut identifier les défauts. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les défauts, ils sont accrochés au vortex. Donc chaque fois qu'il y a un vortex qui tourne dans un sens, il y a un défaut plus. Si les vortex tournent dans leur sens, il y a un défaut moins. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart des vortex ont un défaut accroché. Surtout dans ces systèmes-là, qui sont un tout petit peu différents de ce que je vous ai montré avant. Au lieu de des systèmes contractiles, ce qui était aussi le cas du tissu, ça c'est des systèmes qui sont extensibles. Alors, s'ils sont extensibles, ils ont envie de tirer sur le système et ils flambent. Et c'est le flambage qui crée cette série de défauts qui est là. Quand les gens ont commencé à étudier cette turbulence active, en particulier, il y a eu des simulations numériques très très massives qui ont été faites à Oxford. Leur idée, c'était que toute la turbulence était un effet des défauts. Dans le modèle que je vous ai montré, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut parce qu'au départ, on n'a pas mis de défaut. Et les défauts, c'est des défauts topologiques. Donc la seule façon dont ils peuvent apparaître, c'est par les surfaces. Et si on rend le système périodique, on interdit aux défauts de venir. Donc on trouve la turbulence, même s'il n'y a pas de défaut. Et on peut regarder les lois d'échelle, c'est les mêmes s'il y a des défauts ou s'il n'y a pas de défaut. Donc ils sont là, mais ce n'est pas eux qui sont à l'origine de la turbulence. Alors je vais juste vous montrer que je retrouve bien les deux effets, expérimentalement les deux effets que je vous ai montrés. Il y avait cet effet d'écoulement spontané. Et puis il y avait l'effet du fait que le tissu peut être turbulent. Ce qu'a fait à nouveau Pascal Silberzan, c'est qu'il a regardé ces monocouches à une dimension, mais au lieu de regarder des cellules qui couvraient toute la surface, il a regardé des cellules qui étaient sur une bande très longue. Donc il y a une petite coupe de la bande ici, et la bande est très très longue dans cette direction-là, et les cellules sont entre x égale moins L sur 2 et x égale plus L sur 2, et là la direction y, c'est très très long, je vais vous montrer un film dans une minute. Si on regarde, alors je pense que de là où vous êtes, vous ne le voyez pas, mais vous allez me faire confiance, au bord ici, les cellules sont parallèles au bord de la bande. Donc ça, c'est un fait expérimental, elles s'alignent avec le bord de la bande. Et puis, si on regarde au milieu, c'est ce petit encart ici, vous voyez l'orientation des cellules ici, c'est à peu près à 45 degrés. Ça veut dire qu'il y a un gradient d'orientation, c'est comme ça, et puis au milieu, c'est comme ça. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que s'il y a un gradient d'orientation, c'est qu'il y a un gradient de vitesse. Donc rien que le fait de voir cette image-là, ça nous dit qu'il doit y avoir un gradient de vitesse. Donc voilà une image assez accélérée, parce que vous voyez les heures qui circulent ici. On est toujours dans les mêmes ordres de grandeur de vitesse, des microns par heure. Là, l'expérience dure 48 heures. On voit que spontanément, il apparaît un cisaillement. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un écoulement macroscopique. À 2 dimensions, ici, c'est un cisaillement. La seule différence, c'est que les conditions limites sont différentes. Quand je mettais un film sur un substrat solide, j'imposais que la vitesse était nulle sur le substrat solide. Ici, en gros, il n'y a pas de contrainte sur les bords. Et si on fait le calcul, quand il n'y a pas de contrainte sur les bords, on trouve que la vitesse, c'est à peu près un cisaillement. Alors, il y a des profils de vitesse qui sont calculés ici. La vitesse a à peu près cette forme-là. Et puis il y a des profils d'angle, et on voit que l'angle passe d'une valeur, alors c'est pas 0, c'est 90 degrés ici, jusqu'à 45 degrés au milieu. Donc ça a à peu près toutes les caractéristiques de la transition que je vous ai montrée tout à l'heure. On peut le faire plus quantitativement. Donc on fait un diagramme de bifurcation, on mesure la vitesse au bord. Donc voilà la vitesse au bord, en fonction de l'épaisseur de la bande. C'est 0 jusqu'à une épaisseur de 50 microns.
puis ça, après, ça augmente comme une racine carrée. Ça, c'est une bifurcation, je ne sais pas comment elle s'appelle en français, pitchfork, classique, avec une singularité qui est une racine carrée ici. Donc on était content, c'est la première fois que ce truc-là a été observé expérimentalement. Il y a plein de travaux numériques qui montraient que ça existait, mais enfin, comme ils résolvent les équations, la seule chose qu'ils montraient, c'est qu'on les avait résolues correctement. Donc c'est pas très intéressant. Ça, c'est une vraie expérience qui montre qu'il y a vraiment des écoulements spontanés qui apparaissent. Alors c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Il y a un certain nombre de subtilités dans cette histoire-là. La première subtilité, c'est que si on est au voisinage de la bifurcation, le champ de vitesse, c'est vraiment un cisaillement. Si on prend des épaisseurs, des largeurs de bande qui sont beaucoup plus grandes, la vitesse est localisée au bord. Donc elle est localisée sur les bords de la bande, et au milieu, la vitesse est à peu près nulle. Alors ça, il y a une façon très simple de l'expliquer, c'est de dire qu'il y a une friction sur le substrat. Et on peut refaire tous les calculs avec une friction sur le substrat, et on retrouve cette chose-là. Et il y a un dernier point que je voulais vous montrer. Je vais vous remontrer le film, et un commentaire que je n'ai pas fait tout à l'heure un peu exprès. Vous voyez qu'ici, alors il faut le regarder assez précisément, mais ça monte sur la droite et ça descend sur la gauche. Ça veut dire qu'il y a une chiralité qui est comme ça, vers vous. Et puis, pendant très longtemps, on a été content avec ça, jusqu'à ce que quelqu'un, un jour, où on se réunissait, demande au postdoc qui faisait la manip, mais ça tourne toujours dans le même sens. Et comme c'était quelqu'un qui faisait assez attention à ce qu'il disait, il a dit « Revenez la semaine prochaine, je vous dirai si ça tourne toujours dans le même sens ». Et ça tourne toujours dans le même sens. Ça veut dire que le système est chiral. Bon, alors on peut modifier les équations des gels actifs pour les rendre chirales. Celles que je vous ai montrées sont déjà un peu compliquées. Il y a des termes en plus qui font la chiralité. La chiralité est très faible, mais ça brise la symétrie, la chiralité. Donc même s'il y a une chiralité très faible, ça va toujours tourner dans le même sens. Après, c'est pour ça qu'il y avait toute cette liste de cellules. Ils étaient un peu inquiets que ça tourne avec toutes les cellules dans le même sens et qu'il n'y ait pas un artefact. Il y a des cellules avec lesquelles ça tourne dans l'autre sens. Et puis après, on était bien embêtés parce que je suis absolument incapable de vous expliquer pourquoi les cellules seraient chirales. Mais il y a des rapports dans la littérature qui montrent que ces cellules spécifiques doivent être chirales. Alors, je ne peux pas vous expliquer le mécanisme, mais ces cellules, dans la littérature biologique, ont été rapportées comme étant chirales. On n'a pas fait la manip, non, ça n'a rien à voir avec la rotation, mais ces cellules-là, apparemment, sont chirales. Donc voilà où on en est, mais on a vu cette instabilité et on arrive à peu près à expliquer tous les effets. Alors, il y en a un autre qui nous a surpris. Ça, c'est le champ de vitesse, donc ça monte ici, ça descend là. Et puis, ça, c'est le champ de vitesse dans la direction perpendiculaire. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ont mesuré le champ de vitesse dans la direction perpendiculaire. Puis un jour, ils sont arrivés en nous disant, il y a un problème, c'est qu'il y a un champ de vitesse dans la direction perpendiculaire, il va du bord vers le centre. Donc, il y a un écoulement convergent comme ça. La seule explication que je peux donner, enfin en tout cas la seule que je connaisse qui donne un écoulement convergent, c'est de dire que les cellules se divisent, qu'elles se divisent au bord ici et qu'elles migrent vers le centre. Donc les cellules migrent vers le centre, elles meurent au milieu, ou elles sont expulsées de la couche au milieu. Alors au début on pensait qu'elles mouraient, maintenant ils ont regardé un peu plus en détail, et au milieu il y a des cellules qui sont expulsées de la couche et qui font des multicouches. Donc il y a une deuxième couche de cellules qui vient se faire au milieu. Peut-être que ce mécanisme-là est important pour des problèmes de biologie du développement. Donc peut-être que cette chose-là, qui au départ était un jeu de physiciens, finalement nous ramène à des choses qui sont plus proches de la biologie. Donc là, je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais juste vous montrer une dernière image. Savoir est-ce qu'un tissu peut être turbulent ou pas. Alors ça, c'est des expériences que Silberzan avait fait il y a assez longtemps, sur lesquelles on avait un peu travaillé. Et ce qui l'intéressait, c'était de regarder ce qui se passait à temps très long. Et à temps très long, il y a un jamming des cellules. C'est-à-dire, on voit les cellules qui se déplacent, et puis quand la densité devient trop grande, ça se bloque. On avait étudié ça, on n'avait pas été plus loin. Et puis, ça, c'est le postdoc théoricien qui a fait les calculs, ça, c'est le postdoc qui a fait les manips. Un jour, ils ont vu ces images-là, ils ont dit, mais si ça se trouve, ce truc-là, c'est turbulent. Donc, ils ont fait exactement la même analyse que celle que je vous ai montrée sur les microtubules. Donc, ils ont pris cette image, ça, c'est l'image de la vorticité. En rouge, vous avez les vortex qui tournent dans un sens. En bleu, vous avez les vortex qui tournent dans l'autre sens. Ils ont cherché les défauts. Donc, ça, c'est les défauts d'orientation. Ces petites croix, c'est les défauts moins 1,5. Ces petits trucs verts, c'est les défauts plus 1,5. Et comme dans le système de microtubules, les défauts sont accrochés au vortex. Pour les vortex qui tournent dans un sens, il y a toujours le même type de défaut. Et pour les vortex qui tournent dans l'autre sens, il y a toujours les défauts de type opposé.
je ne sais pas quoi en dire plus. C'est plus difficile de regarder les fluctuations parce que les temps sont très longs, donc on n'arrive pas à les regarder pendant très longtemps. Les systèmes ne sont pas assez grands pour qu'on puisse regarder des lois d'échelle. N'empêche que cet état il ressemble assez bien à ce qu'on aurait envie de dire comme un état turbulent pour un tissu. Et en tout cas pour moi, les équations du mouvement dans ces couches-là, c'est les équations du mouvement que je vous ai montrées tout à l'heure pour des systèmes actifs. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a de la belle physique à faire sur les tissus et qui nous a emmenés vers des choses un peu étonnantes. On m'aurait dit qu'il y avait de la turbulence dans les tissus il y a quelques années, je vous ai rionné, mais je suis très content d'avoir fait ça et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. La séance est ouverte aux questions. Moi, j'en ai une. Est-ce que ce comportement-là que tu observes dans les tissus est peut-être discriminant en fonction de l'état de santé du tissu, ou est-ce que c'est complètement... Est-ce qu'on peut en utiliser... Je ne vais pas répondre un peu à la question, mais quand on fait de la physique sur des systèmes comme ça, évidemment, on a envie que ce qu'on fait ait un intérêt biologique. Après, il y a deux façons d'arriver à ça. Et pour certains problèmes, on travaille comme ça. C'est des biologistes qui viennent nous voir et puis qui ont des manips et qui nous disent comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça. Dans ce cas-là, c'est pas ça qui s'est passé. Je vous ai même un peu enjolivé l'histoire. Ce qui se passait, c'est que Pascal Silberzan, ce qu'il voulait faire, c'était étudier les défauts. Alors, qui eux-mêmes ont un intérêt parce que les cellules sont expulsées au niveau des défauts, et ça, c'est des mécanismes qui existent en biologie. Et donc, au début, il les mettait sur des cercles, les défauts. Donc, on a calculé des positions. Il isolait les défauts? Non, il prenait, au lieu de mettre une bande, il prenait un cercle où les cellules adhèrent, il faisait croître les cellules sur le cercle. Après, les défauts plus et moins s'annihilent, il en reste 2, parce que la charge topologique doit être 1 dans un cercle. Il en reste 2, et on arrive à calculer la position des défauts, on était content. Et puis un jour, il est venu voir, il m'a dit et qu'est-ce que tu penses si au lieu de le faire sur un cercle, je le fais sur une bande? Donc je lui ai dit essaye. Donc il a pris sa bande, et puis il est revenu en disant mais il y a un écoulement qui apparaît spontanément. Alors moi j'étais content parce que j'attendais à ce qu'un truc comme ça se produise, mais lui il ne le savait pas. Et donc on y est plutôt arrivé en se disant on va faire un truc physique un peu différent. Mais il est sérieux quand même. Donc il a été voir si ces écoulements-là ils existaient. Il s'avère que au voisinage de tumeurs, il y a des écoulements de cellules et qu'il y a des gens, alors c'est un monsieur qui est autrichien et qui maintenant a un labo aux États-Unis, qui s'appelle Peter Friedel, qui a mesuré très très en détail ces écoulements de cellules. Alors les écoulements de cellules, ils ne sont pas faits sur des plans, mais ils sont faits sur des fibres qui guident les cellules. Et dans certains cas, au voisinage des tumeurs, il y a des écoulements de cisaillement qui apparaissent comme ça. Évidemment, il a écrit à M. Friedel, qui lui a dit « oui, je n'avais jamais fait attention à ça, mais c'est vrai ». Donc du coup, l'idée actuelle, c'est peut-être il faudrait qu'on regarde ça et qu'on voit s'ils n'ont pas un certain rôle biologique et que ce n'est pas ça qu'on est en train de décrire avec notre modèle à nous. Donc cette fois-là, on l'a fait à l'envers, mais peut-être qu'il y a une pertinence biologique de ce que je viens de vous raconter. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christophe, il y a des molécules biologiques qui sont chirales. Oui. Ça peut être en rapport avec Oui. Alors, une des protéines les plus abondantes, c'est l'actine. Ça, c'est ce qui fait l'élasticité des cellules. L'actine, c'est des filaments. Les filaments sont chiraux, c'est une chiralité droite. Le problème, c'est... Alors, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience là-dessus, mais passer de la chiralité moléculaire à une chiralité microscopique, c'est pas très facile. En particulier, il y a des cristaux liquides qui sont chiraux, qui s'appellent les cholestériques. C'est les machins avec lesquels on fait les thermomètres là, que vous pouvez avoir chez vous. Ce qui change dans le thermomètre, c'est le pitch de la chiralité, c'est-à-dire ça tourne comme ça, et c'est le pitch de la molécule. Mais passer de la chiralité microscopique à la chiralité macroscopique, c'est pas très facile. Et puis dans la cellule, il y a des chiralités droites et des chiralités gauches. Donc il faudra arriver à sortir ce qui est... Et pourquoi ces cellules-là seraient plus chirales? Peut-être que c'est ça qui marche, hein, mais il faut faire attention qu'il y a plein de cellules qui ne sont pas chirales. Et donc il ne faut pas avoir une explication qui soit trop générale. Si je vous dis c'est l'actine qui est chirale à droite, ça c'est vrai, hein, les gens ont fait plein de mesures et j'ai absolument aucun doute là-dessus. Il y a des photos, j'en ai sur mon ordinateur, je peux même vous les montrer si vous voulez. Mais dans ce cas-là, je dirais que toutes les cellules sont chirales et dans le même sens. Alors l'ADN, il est chiral dans l'autre sens. Mais peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, mais il faudrait arriver à identifier. Il y en a beaucoup qui sont chirales. Et ce n'est pas du tout des mélanges racémiques dans les cellules. C'est souvent une molécule donnée à une chiralité bien fixée.
J'ai l'impression qu'on analyse ces systèmes surtout avec des méthodes de l'hydrodynamique. Est-ce qu'il y a aussi on pourrait avoir aussi un point de vue un peu plus physique, statistique, à regarder la fonction à 2 points, corrélation entre... Oui. Est-ce qu'on voit là aussi des informations complémentaires ou... Alors, je ne connais pas énormément d'expérience. On a regardé théoriquement des fonctions de corrélation. Par exemple, une des chances qu'on a essayé de calculer, c'est le coefficient de diffusion d'une cellule comme ça dans un tissu. Je vous ai dit que la viscosité dépendait du taux de division. Le coefficient de diffusion aussi dépend du taux de division. Et en regardant les corrélations de vitesse, donc en faisant de l'hydrodynamique généralisée, si vous voulez, on arrive à faire des prévisions sur le coefficient de diffusion qui sont assez bien vérifiées dans des simulations numériques. Après, de la physique statistique, donc il faut que ce soit de la physique statistique hors d'équilibre, puisqu'on consomme de l'énergie comme ça. On en a surtout fait à l'échelle des molécules biologiques. On a beaucoup travaillé sur les moteurs moléculaires, par exemple, qui sont un exemple magnifique de physique statistique hors d'équilibre. À l'échelle des cellules, c'est moins... alors on peut se demander d'où vient le bruit. Dans un tissu, il y a 2 types de bruit, enfin en tout cas pour moi. Il y a un bruit qui est dû au fait que les cellules se déforment dans tous les sens. Donc ce bruit-là, il existe. Mais il y a aussi un bruit qui est dû à la division cellulaire. C'est-à-dire la division cellulaire, ce n'est pas un processus déterministe, c'est un processus stochastique. Et donc il y a un bruit sur la division cellulaire qui est relié à la somme du taux de division et du taux de mort cellulaire, qui est un truc qui est bien connu par les gens qui font de la dynamique des populations. On a un peu joué avec ça, oui. Regardez les fluctuations de densité induites par ce bruit-là. Mais c'est en aucun cas de la physique statistique à l'équilibre. Alors, ce qu'on a beaucoup fait aussi, qui peut peut-être paraître bizarre, mais si on fait de la physique statistique à l'équilibre, il y a quelque chose qui est toujours vérifié, c'est le théorème de fluctuation-dissipation. Donc après, on peut l'utiliser à l'envers et essayer de montrer que les systèmes sont vivants, c'est-à-dire sont hors équilibre, et que donc parce qu'ils ne vérifient pas le théorème de fluctuation-dissipation. Il y avait des débats sur le globule rouge. Il y a un expérimentateur qui avait une manip super précise et qui est venu me dire un jour, je ne sais pas ce que je peux faire avec ça. Je lui ai dit, pourquoi tu ne regardes pas les fluctuations du globule rouge et tu ne regardes pas si elles sont à l'équilibre. Mon idée, c'est que de toute façon, un système biologique est hors équilibre si on prend un système vivant, donc ça devait le violer. Ça lui a pris 2 ans, mais il a trouvé que le théorème de fluctuation-dissipation était violé si la fréquence est assez basse. À haute fréquence, ce qu'on voit, c'est les fluctuations des filaments, et ça, c'est à l'équilibre thermodynamique. Mais en dessous de 1 Hertz, un globule rouge est un système hors d'équilibre. Alors c'est une cellule un peu spéciale, hein, elle ne se divise pas, elle ne se reproduit pas, il lui manque une grande partie de la machinerie moléculaire, donc c'était un peu moins évident. Il y a des gens qui prétendaient que c'était à l'équilibre thermodynamique, et ce n'est pas vrai. Donc c'est un peu comme ça qu'on utilise la physique statistique. Oui. J'ai vu en fait une expérience avec SPCI, et en fait contrôler avec l'énergie, Ouais. en tension, de la tension. Ils pouvaient contrôler le mouvement des cellules. Enfin, je ne sais plus si c'était des cellules, mais pas enfin. Alors je ne vois pas ce que c'est que cette expérience. En fait, là, on voit les cellules qui bougent, en fait. Ouais. Ah. Ça c'est les manips d'Éric Clément, où il bloque des bactéries, c'est ça? Alors, une cellule isolée, on arrive à la bloquer. Hein. C'est-à-dire elle va pousser dans une direction donnée, on arrive à la bloquer, on arrive à mesurer des forces créées par des cellules, bien sûr. Les forces des cellules, c'est des nanonewtons. L'ordre de grandeur, c'est ça. Les molécules, c'est des piconewtons, et les cellules, c'est plutôt des nanonewtons qu'elles exercent. Ça veut dire que je parlais par exemple des forces exercées par une cellule quand elle se divise, l'ordre de grandeur des forces, c'est aussi ça. Des questions. Dans les équations, vous avez souvent zeta, delta mu. Ouais. Alors vous allez nous demander la séparation entre zeta et delta mu. Ouais. Alors je vous ai dit que ce que j'ai fait, peut-être de façon un peu plus technique, c'est une théorie d'Onsager, un peu plus sophistiquée parce que j'ai des variables. Je vous en ai montré 2. Je vous ai dit j'identifie les flux et les forces. J'ai une force qui est le gradient de vitesse. J'ai une force qui est le champ conjugué à la polarisation. Mais en fait, il y a un 3e flux, une 3e force dont je n'ai pas parlé. Il y a une force qui est delta mu, c'est-à-dire c'est le quantum d'énergie. Et puis le flux associé, c'est le nombre de molécules consommées par unité de volume et par unité de temps.
Donc delta mu, c'est vraiment la force, c'est un paramètre que je peux contrôler de l'extérieur, et les gens le font très bien maintenant. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est une réaction chimique, et il faut calculer pas que la concentration d'ATP, c'est la différence des potentiels chimiques entre les deux, donc il faut bloquer la concentration d'ATP et la concentration d'ADP. Mais ils savent le faire maintenant, et donc delta mu, a priori, je pourrais le changer, et si j'arrive à rendre delta mu égal à 0, le système est à l'équilibre. Donc ça, c'est la force. Le flux, c'est la quantité d'ATP qui est consommée, et delta mu, zeta, c'est un coefficient de transport. C'est-à-dire c'est le coefficient de transport entre la contrainte et le delta mu. Donc pour moi, il a exactement le même statut que la viscosité, par exemple. Sauf que c'est un coefficient de transport croisé et que la thermodynamique ou la thermodynamique hors d'équilibre n'impose pas le signe de ce coefficient-là. Alors que la viscosité, elle doit être positive, autrement le système est instable. Oui, puis c'est pas le même paramètre, c'est Q et l'autre c'est V. Non, le paramètre, c'est pas Q, c'est delta mu. Q, il est juste là pour assurer la symétrie. C'est-à-dire la contrainte, ça doit être un tenseur. Le seul tenseur du problème, c'est Q. Et donc la contrainte, elle doit avoir l'axe de Q. Après, elle doit être proportionnelle à delta mu parce que c'est un effet hors d'équilibre. Et tout ce qui reste, c'est zeta, et c'est zeta qu'a la physique. Le reste, c'est uniquement la symétrie du problème. C'est le mot de la fin. Encore merci. Merci.